Beatlemania déferle sur les États-Unis. Sexe, drogue et rock and roll, les années 60 ébranlent les valeurs américaines. L'éthique du travail, le devoir militaire, même les valeurs de la vie familiale sont remises en cause. La guerre froide continue, mais pour une génération, c'est le temps de faire l'amour, pas la guerre. En 1960, les États-Unis seront bientôt au sommet de leur prospérité et de leur puissance. Les démocrates choisissent comme candidat à la présidence le jeune et séduisant fils d'un multimillionnaire américain d'origine irlandaise, John Kennedy, surnommé Jack. You have to make your decision of what you want this country to be, what you want Illinois to be, how ready you are to move this country forward. That is the question which separates Mr. Nixon and myself. Kennedy a représenté un souffle d'enthousiasme et de jeunesse après les années somnolentes d'Eisenhower. Il semblait presque symboliser la passion de la jeunesse. Le choix du Parti républicain, le vice-président Richard Nixon partage la ferveur patriotique anticommuniste de Kennedy. Mais on ne l'a pas préparé pour la télévision. Tout le concept de la diffusion d'images est devenu très important. La famille Kennedy a dépensé des centaines de milliers de dollars. Elle a aménagé un autocar avec des équipes de tournage qui accompagnaient John Kennedy dans tous ses déplacements. On le filmait et ces films ont ensuite été utilisés dans sa publicité à la télévision. C'est la première fois qu'on faisait cela d'une manière vraiment efficace et organisée. Kennedy critique la conduite d'Eisenhower durant la guerre froide. À l'intention des États-Unis et du monde, il proclame « Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. » Kennedy accroît le budget militaire. Les contrats de la défense donnent au complexe industriel militaire une force et une richesse inégalées. Cela se traduit par de nouveaux emplois. Les attitudes étaient intéressantes à l'époque, car l'industrie de la défense et ses budgets semblaient fondés sur le fait que les Russes étaient des colosses de 3 mètres. La plupart d'entre nous avions une attitude très belliqueuse. Il s'agissait de notre vie. Je veux dire que notre bien-être dépendait de l'industrie de la défense. Les États-Unis sont en pleine prospérité. L'État de la Californie, où l'industrie aérospatiale est fortement concentrée, devient la 6e économie mondiale. À l'époque, ce qu'il fallait, c'était d'investir dans les missiles, dans l'espace, dans les satellites. Et toutes ces grandes choses se passaient en Californie. Certains de nos amis partaient pour la Californie parce qu'ils entendaient dire que Hughes construisait un complexe électronique et Disneyland embauchait. Il y avait beaucoup de chômage à Chicago en 1956-57. Nous avons donc décidé de déménager ici. Les pionniers d'après-guerre de la Californie quittent les villes dégénérescentes de l'Est. Ils trouvent la vie de banlieue sous le soleil, abordable, idyllique. Nous avons payé 10 999 $. Si on avait dit ça à quelqu'un à Chicago, il aurait cru qu'on achetait une grange, vous savez. Et c'était bien. Il y avait 3 chambres, une salle de bain, et on l'a agrandi.
On a érigé un muret, construit la terrasse, là, et on a aménagé dans le coin de la cour arrière un petit désert avec des cactus et des choses comme ça, afin de nous rappeler que nous vivions en Californie. La belle vie n'est pas à la portée de tous les Américains. La question a été soulevée. Est-ce qu'on allait vendre ces maisons à des membres de minorités ethniques, aux Noirs en particulier? Et on nous a assuré qu'il n'y avait rien à craindre de ce côté, qu'on n'en vendrait tout simplement pas aux Noirs. La Constitution et la Déclaration des droits n'ont pas eu raison des préjugés bien ancrés dans la société américaine. Les Noirs des États-Unis, les Afro-Américains, ont soif de liberté eux aussi. Kennedy parle de se libérer du communisme. Les Noirs, eux, veulent se libérer de la faim, de la peur, de l'humiliation. Pour nous, le racisme s'illustrait par degrés. Par exemple, si vous viviez à Saint-Louis, vous vous disiez « Eh bien, ça aurait pu être pire, on pourrait vivre au Mississippi ». Si vous viviez au Mississippi, vous vous disiez « Eh bien, on a de la chance qu'il ne nous ait pas tués ». Si un Noir se levait pour se défendre et riposter, il disait « Tu es fou, le nègre ». Les Noirs eux-mêmes disaient « Tu es fou ». Dans plusieurs États du Sud, les lois empêchent les Noirs et les Blancs de voyager ensemble, de manger ensemble et même de fréquenter la même école. Les Noirs américains se voient refuser des emplois et n'ont pas droit de vote. Les activistes pour la défense des droits de la personne qui manifestent contre les lois injustes font attention de ne pas provoquer la police par des gestes d'agression. N'empêche qu'ils sont battus. Ce n'est pas la première fois que des Blancs armés attaquent des Noirs sans armes, mais cette fois, la télévision le montre. La discrimination contre les Noirs ternit la crédibilité des États-Unis qui se veulent le champion de la liberté. Le procureur général Bobby Kennedy encourage son frère John à appuyer le mouvement de défense des droits de la personne. Mais Kennedy, qui est conscient qu'il a besoin du vote des Blancs du Sud, hésite à se commettre. Washington, le 28 août 1963. Une manifestation pour les droits civiques au Lincoln Memorial presse la Maison-Blanche d'abolir les lois racistes et de donner aux Noirs américains l'égalité dans l'accessibilité à l'emploi. « 250 000 personnes se mobilisent pour entendre un pasteur baptiste du Sud, âgé de 34 ans. Que la liberté résonne. Si l'Amérique doit devenir une grande nation, il doit en être ainsi. Alors que résonne la liberté? Quand nous l'entendrons résonner dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et chaque ville, alors le jour ne sera pas loin où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles de ce vieux Negro spiritual. Enfin libre, merci Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Je n'ai jamais entendu King parler des Blancs d'une certaine manière devant les caméras et d'une autre quand les caméras ne tournaient plus. Il ne les a jamais traités de bornés. Il avait toujours le même amour pour tous. Je parle des moments où nous discutions seuls dans la même pièce.
Je traitais les Blancs de tous les noms imaginables, blablabla, mais lui, il n'a jamais abandonné cet amour qu'il portait à tous. George Wallace, le gouverneur démocrate de l'Alabama, croit que la montée du mouvement des droits civiques fait partie de la conspiration communiste. Le Parti communiste des États-Unis a capitalisé sur chaque événement qui lui a permis d'exploiter les Noirs américains afin de servir ses propres besoins. Pour tenter d'influencer les Noirs américains, le parti va jusqu'à infiltrer les organisations légitimes des Noirs afin d'attiser les préjugés raciaux et la haine. Ainsi, le parti s'en prend à notre gouvernement démocratique en tentant de mobiliser l'opinion publique mondiale contre les États-Unis. Invoquant la sécurité nationale, le procureur général Robert Kennedy autorise le FBI à mettre sur table d'écoute les téléphones de Martin Luther King et de ses collègues. J. Edgar Hoover, le directeur du FBI, est convaincu que le mouvement des droits civiques a été infiltré par les communistes. Hoover détestait King. Il était assez près du Sud pour être imprégné de la culture sudiste. Et dans cette société, on croyait vraiment, tant sur le plan religieux que politique, qu'il ne pouvait exister d'égalité entre Noirs et Blancs. Hoover avait des agents aux tables d'écoute 24 heures sur 24. Nous connaissions les ragots et les rumeurs sur sa vie personnelle. Nous n'avions aucune preuve que King était un communiste. Au début de la campagne électorale pour les présidentielles de 1964, le président Kennedy emmène sa femme en visite officielle à Dallas. Il y trouve la mort. Les Américains essaient de faire porter à des étrangers le blâme de la mort de leur président. On craint que l'assassinat ne soit le début d'une attaque communiste contre les États-Unis. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. For me, it is a deep personal tragedy. Le soir même où Johnson est devenu président, après le vol de retour de Dallas le 22 novembre 1963, j'étais l'une des 3 personnes présentes dans sa chambre. Cette nuit-là, j'ai appris qu'il avait déjà élaboré son projet de grande société. Il a dit « Maintenant que j'ai le pouvoir, j'entends bien m'en servir. » This administration today, here and now, declares unconditional war on poverty in America. And I urge this Congress and all Americans to join with me in that effort. Dans l'un des pays les plus riches du monde, des millions de gens vivent dans la pauvreté, sans domicile décent, sans service de santé, sans instruction. Le taux de chômage est 9 fois plus élevé chez les Noirs que chez les Blancs. L'abolition de la discrimination raciale est essentielle à la vision de la grande société de Lyndon Johnson. En juillet 1964, il signe la loi sur les droits de la personne, le Civil Rights Bill. Il utilise près d'une centaine de stylos pour signer la loi et inscrire la date. Les souvenirs vont au dirigeant républicain Everett Dirksen et au whip démocrate Hubert Humphrey. Le président semble avoir maîtrisé l'art d'effleurer le papier avec chacun des stylos. Martin Luther King, qui dirige le mouvement pour l'intégration, reçoit son stylo, un cadeau qu'il va chérir, a-t-il déclaré. Attention all bases, attention all bases. This is Iron Hand. This is Iron Hand. This is a SAC alert. L'escalade militaire de la guerre froide se poursuit.
Les États-Unis demeurent en état d'alerte maximale contre une attaque nucléaire soviétique. Ils se préparent à contre-attaquer sur une échelle inimaginable. Une minorité croissante remet en question le coût et les conséquences de cette escalade sur la vie aux États-Unis. Ils se targuaient d'avoir investi des milliards et des milliards de dollars, des trillions de dollars en matériel militaire. Les secrets, les privilèges, la fierté, une incroyable conspiration du silence dans ce pays qui était censé être démocratique. L'industrie de la défense est un employeur généreux. Le Pentagone présente l'appareil militaire comme le défenseur du rêve américain. On vivait très bien dans ce quartier. Nous avions tous un emploi, nous savions que nous allions le garder, nous étions tous propriétaires, nous étions tous blancs, de classe moyenne, dans la fleur de l'âge. Les enfants avaient à peu près tous le même âge, et le 4 juillet, toutes les mères préparaient leur salade de pommes de terre et leur viande froide. Tout était installé sur des tables à pique-nique. On bloquait l'entrée du cul-de-sac et il n'y avait pas de circulation. Les enfants jouaient et ils avaient leurs banderoles et leurs tricycles étaient tous décorés. Le 4 juillet était très agréable. Tout au long de l'année 1964, Johnson fait campagne pour être élu à la présidence et pour construire la grande société. Son adversaire républicain est le sénateur Barry Goldwater de l'Arizona. Il a voté contre la loi des droits de la personne. Barry Goldwater promet d'être ferme envers les Soviétiques. Il qualifie la grande société de Johnson de socialisme larvé. The message of our campaign is clear. It's this: stop the spread of socialism at home and communism abroad. Goldwater ne parvient pas à convaincre la population américaine. Il subit un revers cuisant. Sur le campus de l'Université de la Californie à Berkeley, la dissidence est de plus en plus manifeste. Il y avait une longue tradition à Berkeley, vieille de plusieurs années, de distribuer de l'information, de faire des discours politiques et d'ériger des stands pour promouvoir des regroupements politiques, ici même sur le campus. Il y a eu ce décret et on nous a dit qu'il fallait que tout cela cesse. Les étudiants empruntent les tactiques du mouvement des droits civiques. Ils organisent des grèves et des occupations. Dans ces altercations avec les étudiants, la police devient de plus en plus brutale. Les médias et la population leur sont peu sympathiques. Quelques journalistes ont dit que 49% d'entre nous étaient des communistes. Et on voyait des gens qui portaient des macarons où il était écrit « Je fais partie des 49%. » C'était vraiment très important. Ça a été un point tournant capital parce que j'étais terrifiée d'être traitée de communiste, absolument terrifiée. Je voulais devenir enseignante dans une école publique et cela pouvait mettre fin à ma carrière. C'est une chose de porter ce macaron, de chanter des chansons que nous inventions comme « Il y a 5000 étudiants sur la place »,« Les microphones hurlent, la foule augmente ». Je suis sûre que les règlements ne le permettent pas. Je chantais cela, mais ça me restait en travers de la gorge, parce que c'était terrifiant d'être considérée comme une communiste. L'idéal américain de la liberté politique s'étend maintenant à la vie personnelle. Le droit au bonheur semble incomplet sans la liberté sexuelle. Le système de la libre entreprise récompense grassement la commercialisation habile du fantasme sexuel. Good evening. My name is Vera. Good evening. And I'm going to be your bunny tonight.
La philosophie que j'ai toujours préconisée, avec laquelle j'ai grandi et que je défends dans mes éditoriaux, c'est la liberté personnelle, la liberté politique, la liberté économique, en mettant l'accent sur le mot personnel. Le principe selon lequel nos esprits et nos corps nous appartiennent et que ni l'Église ni l'État ne peuvent les limiter sans que cela ne soit inapproprié et contradictoire à la société pluraliste que les États-Unis sont censés être. Les gens disaient qu'il n'y avait rien de foncièrement mauvais d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. La pilule anticonceptionnelle était offerte aux étudiantes au service de santé et la plupart des femmes que je connaissais en faisaient usage. Nous reconnaissions, comme les hommes, que les relations sexuelles avant le mariage n'étaient pas un péché qui entraînait la damnation pour l'éternité. Par ailleurs, il y avait beaucoup de gars qui laissaient les filles dès qu'ils les avaient tues. Donc, quelles étaient au juste les règles de ce jeu? C'était une époque difficile pour les femmes. Aux États-Unis, les hommes partent une fois de plus à la guerre. En mars 1965, le président Johnson commence à envoyer des soldats au Vietnam. À la base militaire d'Oakland, en Californie, une scène qui évoque un passé récent. Les campagnes de la Corée et de la Deuxième Guerre mondiale sont rejouées par une autre génération de jeunes Américains. Au début, le Vietnam m'est apparu comme un pays qui était en danger. Je me suis dit, voici une autre chance de prouver notre force au monde communiste, nos compétences scientifiques, techniques, nos entreprises, tout ce que nous faisions. Quelle formidable opportunité. Le célèbre discours inaugural de Kennedy dans lequel il a dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays », a été un véritable cri de ralliement pour ma génération, du moins pour une partie de ma génération. Nous étions les nouveaux Romains qui affrontaient les barbares aux frontières de la Nouvelle Rome. Je me suis engagé dans les marines par patriotisme, et lorsqu'on nous a envoyés au Vietnam, on considérait que c'était bien et normal. C'était ce que nous étions censés faire. Silver wing upon their chest is our men, America's best. Malgré le prolongement de la conscription, la guerre de Lyndon Johnson au Vietnam recueille l'assentiment populaire. Tandis que des jeunes Américains vont à la guerre au Vietnam, d'autres recherchent des sensations fortes, d'un autre genre. Ils rejettent le matérialisme américain, pas pour le communisme, mais pour l'amour, la paix et le rock and roll. Dans tout le pays, les jeunes hommes en âge d'être appelés font usage de drogue et décrochent. C'était amusant de provoquer les gens qui disaient « Oh, regarde les paumés » ou « C'est une fille ou un garçon » ou des choses comme ça. À moins de se trouver dans un endroit où les gens étaient vraiment très hostiles et voulaient vous battre, c'était plutôt amusant. Je pense toujours que c'est le lot des jeunes de scandaliser les vieux. Je crois que la première réaction de la plupart d'entre nous qui étions des vétérans et qui trimions dur pour élever une famille, nous étions soudainement confrontés à une génération qui semblait s'en foutre. Ils portaient des perles et des boucles d'oreilles, ils fumaient de la marijuana et ils parlaient une autre langue. Ces jeunes Américains rejettent l'éthique du travail et la monogamie et leur préfèrent la spontanéité, la sensualité et les drogues psychédéliques. On avait une conscience cosmique, on devenait Dieu. On avait l'impression de tout comprendre. Bref, je suis bien vite devenue très impatiente avec le reste du monde. Il y avait encore des guerres. On faisait encore des choses stupides. La plupart du temps, ces jeunes n'en faisaient qu'à leur tête. Contraintes au rôle de père sévère, la police était souvent complètement dépassée.
J'ai vraiment cru qu'il y aurait une révolution. Pas nécessairement avec des armes et du sang. Si on me l'avait demandé, je n'aurais pas pu dire au juste que je pensais qu'il allait arriver. Il y en a sans cesse plus qui naissent comme nous, et plus d'entre eux, les vieux, qui meurent. Je pensais vraiment que tout ce que nous avions à faire, c'était de leur montrer. Et lorsque les gens auraient compris, ils diraient, « Voilà une meilleure façon de vivre. L'amour est tellement mieux que la guerre. » La grande majorité des Américains rejettent la contre-culture de la jeunesse. L'acteur hollywoodien Ronald Reagan fait campagne pour devenir gouverneur républicain de la Californie. Very good. Reagan est partisan d'une campagne intense pour gagner la guerre au Vietnam. I have always felt that we should be making an all-out effort to win. Does that imply you don't think the government is? Well, I think for quite some time, and I still believe, I have agreed with those military men and those who have suggested that perhaps more of a blockade with regard to North Vietnam, the blocking of the harbor and so forth to stop the shipments of munitions in, as well as trying to intercept them on their way south, would be more effective. More bombing? Yes. Mais les manifestations contre la guerre s'intensifient. Il y a des marches et on y brûle des cartes de conscription. Pour ces Américains, la guerre est immorale et injuste. J'ai eu l'occasion d'aller au Vietnam et de voir sur place certaines choses qui s'y passaient. J'ai aussi étudié et lu passablement sur le sujet. Cela m'a convaincu qu'on n'avait aucune raison d'être là et qu'avec le temps, nous pouvions rallier le pays entier à ce point de vue. Au centre de recrutement et d'entraînement d'Oakland, les étudiants de Berkeley organisent un blocus et tentent d'empêcher l'enregistrement des conscrits au service militaire. L'armée est forcée de transporter les conscrits en autocar derrière un important cordon policier. Je me rappelle la première fois où j'ai été gazé au mace. Le cordon policier d'un côté et les étudiants de l'autre, et cela donnait un genre de rituel de va-et-vient. Eh bien, au cours de ces rituels, un gars sort une canette et vous asperge au visage et vous voilà aveuglé. On est temporairement aveuglé et on ne comprend absolument rien parce que c'est la première fois que ça nous arrive. On ne sait pas si c'est temporaire ou non, personne ne nous a prévenus. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't marching anymore. I ain't marching anymore. La plupart des Américains appuient toujours la guerre du président Johnson au Vietnam. Aux yeux de certains, les manifestants contre la guerre ne sont que des traîtres, plus ou moins. 99% des gens dans ce pays sont des Américains formidables et désapprouvent complètement le fait de brûler des drapeaux, de porter les couleurs de l'ennemi, de donner des médicaments à l'ennemi, etc. Bien des gens ne peuvent comprendre pourquoi Johnson n'utilise pas davantage l'énorme puissance de feu des États-Unis pour mettre fin à la guerre. Mais Johnson ne veut pas courir le risque d'étendre le conflit. La seule motivation de Johnson était de tenter, comme nous disons au Texas, de sauver son derrière dans cette guerre, de se sortir de là. Il ne savait pas comment s'y prendre. Il ne pouvait pas retraiter simplement de façon unilatérale et retirer les soldats. Tous ses ennemis de la droite auraient alors dit « Espèce de lâche, espèce de poltron, vous faites honte aux États-Unis. Et d'une certaine manière, vous avez craché sur son drapeau parce que vous avez baissé la tête et fui lâchement. » La guerre de Johnson s'éternise.
À la fin de 1967, il y a 1,5 million de soldats américains au Vietnam. Nous avons organisé une manifestation contre la guerre pour souligner le fait que 26%, 28% des soldats morts au combat au Vietnam étaient des Noirs américains dont les droits n'étaient même pas reconnus dans ce pays. Notre message était donc « À bas la guerre et les Noirs ne s'engagent pas dans l'armée ». Des millions de gens s'en aperçoivent lorsque le champion de boxe poids lourd Mohamed Ali défie la conscription. Il avoue son allégeance à une cause étrangère aux États-Unis, l'islam. Shortly put, are the black Muslims taking you for a ride? I said not black Muslims, Muslims. I beg your pardon, are the Muslims taking you for a ride? No, the white people have been taking us for a ride for the past 400 years in America. Dans le ghetto noir d'Oakland, en Californie, les activistes suivent un entraînement paramilitaire pour participer à ce qu'ils considèrent comme une guerre civile contre une police raciste. Dirigés par Huey Newton, ils se baptisent eux-mêmes les Black Panthers, Panthères Noirs. Les pacifistes offrent des fleurs, les Black Panthers pointent leurs armes. Nous avons apporté nos fusils pour que la police sache que nous étions à armes égales et que nous allions, comme l'a dit Huey, exercer notre droit constitutionnel de vous observer, que cela vous plaise ou non. C'est ce que dit Huey, et c'est ce que nous faisons. Mais à un moment donné, la police a dit « Vous n'avez pas le droit de nous observer ». Huey a répondu « Non ». Le jugement de la Cour suprême de la Californie stipule que chaque citoyen a le droit d'observer un policier en service tant et aussi longtemps qu'il se tient à une distance raisonnable. 3 mètres. Je me tiens là et je vais vous observer que cela vous plaise ou non. Alors imaginez une quarantaine de Noirs qui écoutent ces paroles. Puis une femme dit « Eh bien, vas-y et dis-lui, mon frère ». Ça a frappé l'imagination. Un autre Noir a répliqué en se grattant la tête, « Eh bien, mais quel genre de nègres ils sont ?» Les ghettos noirs des États-Unis sont maintenant des zones de guerre. À l'été de 1967, il y a des émeutes à Newark et à Détroit. La police de Détroit réclame un budget de guerre de 9 millions pour acheter du matériel militaire. Pour beaucoup d'Américains, la grande société Johnson est un leurre. En mars 1968, alors que la guerre du Vietnam et le conflit au pays se poursuivent, Johnson abandonne la lutte. Il déclare qu'il ne sollicitera pas un deuxième mandat à la présidence. Martin Luther King poursuit son rêve. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Le lendemain soir, Martin Luther King est assassiné par un tireur blanc. Derrière le chariot qui transporte le cercueil de Martin Luther King, Bobby Kennedy défile tête nue. Il est en deuil et fait campagne pour obtenir l'investiture à la présidence du Parti démocrate. The country wants to move in a different direction. We want to deal with our own problems within our own country, and we want peace in Vietnam. Bobby Kennedy remporte les primaires de la Californie. Son rival, le démocrate Eugene McCarthy, est aussi en faveur de la paix. Les partisans de McCarthy voient à la télévision l'assassinat d'un autre Kennedy. J'ai trouvé ma femme en larmes sur le sofa à l'aube. Je me suis aperçu qu'elle n'était pas au lit. Je me suis demandé où elle était et je suis parti à sa recherche. Elle était sur le sofa à pleurer.
Et bien sûr, on rejouait toujours la nouvelle, les reprises de l'assassinat. Et je n'arrivais pas à l'accepter. Je me suis dit que cela prouve qu'on envoie de bons hommes à la boucherie. Août 1968. Les délégués du Parti démocrate arrivent à Chicago pour le Congrès afin de choisir leur candidat à l'élection présidentielle de novembre. La question centrale, c'est la guerre du Vietnam. Le vice-président Hubert Humphrey est confiant de remporter l'investiture. Il souscrit au rêve de la grande société de Lyndon Johnson et en public, il appuie la guerre du Vietnam. Les espoirs de la faction pacifiste du Parti démocrate reposent maintenant sur le sénateur Eugene McCarthy du Minnesota. Quand j'ai emménagé dans mon quartier général à l'hôtel, il y avait les services secrets. Des gens très honnêtes qui m'ont dit « Écoutez, cette chambre n'est pas sur écoute. Vous pouvez parler librement ici, mais ne parlez pas au téléphone. Votre ligne est sur écoute, nous le savons. » Les autorités sont inquiètes. 100 000 manifestants contre la guerre sont attendus à Chicago. Nous permettons aux gens, peu importe qui ils sont, de venir à Chicago, de nous rendre visite et conformément à leurs droits de citoyens américains, de faire signer des pétitions et de manifester. Mais personne, nulle part, ni des milliers de personnes ne viendront à Chicago pour envahir nos rues, notre congrès ou notre ville. Les politiciens d'aujourd'hui et leurs armées d'automates nous ont égoïstement volé nos droits de naissance. Le mal qu'ils représentent ne sera plus toléré. Cochons de politiciens, vos jours sont comptés. Nous sommes la deuxième révolution américaine. Nous sommes en train de gagner. Les manifestants se rassemblent dans les parcs de la ville avant de marcher vers le centre des congrès. Le maire Daley ne veut pas leur permettre de marcher n'importe où et veut les expulser des parcs. Ils voulaient un pôle d'attraction et ce serait le parc. Daley a dit « Vous ne pouvez pas dormir dans le parc ». Ils ont répondu « Nous allons dormir dans le parc ». C'était leur pôle d'attraction parce qu'ils savaient qu'il y aurait une confrontation. À l'intérieur du centre des congrès, le maire Daley empêche les délégués de McCarthy de débattre de la guerre à l'heure de grande écoute à la télévision. Ils sont ici en tant qu'invités du Parti démocrate. Qu'ils se conduisent comme tels ou vider la place. Est-ce que le sergent d'armes peut faire respecter l'ordre dans ce congrès? Le jour où le Parti démocrate doit élire son candidat à la présidence, les pacifistes affrontent la police. Ça a été toute une expérience. Je ne me souviens plus du nombre, vous savez, 40, 50 policiers qui hurlaient « Tuez Davis » et derrière eux un groupe plus important. J'ai reçu un premier coup à la tête et je me suis écroulé au sol. Puis on m'a frappé dans le dos sans arrêt. C'est probablement la seule fois de ma vie où j'ai vraiment pensé que je n'allais pas m'en sortir. Tandis que les délégués du Parti démocrate se rangent derrière Humphrey, les pacifistes tentent une dernière fois d'investir le centre des congrès. La police attend les étudiants et tous ceux qui restent dans la rue.
La plupart des gens ont appuyé la police de Chicago au Congrès. Je crois qu'un sondage ultérieur a conclu qu'environ 78% des Américains appuyaient la police de Chicago. Au Congrès, les partisans de McCarthy sont écrasés. Le vice-président Hubert Humphrey obtient l'investiture du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre. Il va affronter un adversaire républicain dur et expérimenté. Quand le pays le plus fort du monde peut être immobilisé pendant 4 ans dans une guerre sans issue prévisible au Vietnam, quand le pays le plus riche du monde ne peut gérer sa propre économie, quand le pays qui a le premier instauré la primauté du droit est bafoué par une désobéissance sans précédent, quand un pays reconnu pour l'égalité des chances depuis un siècle est déchiré par une violence raciale sans précédent, et quand le président des États-Unis ne peut voyager à l'étranger ou dans n'importe quelle grande ville au pays sans craindre une manifestation hostile, alors le moment est venu de nommer quelqu'un d'autre à la tête des États-Unis d'Amérique. Il disait « Je suis plus dur, plus intelligent. Je comprends mieux le monde. Mes adversaires sont divisés. Ils ont été investis par des éléments marginaux du Parti démocrate. Et le pouvoir est entre les mains d'une bande de cinglés. Nous sommes stables. Nous savons où nous allons. Vous connaissez notre position sur tous les sujets. Vous pouvez avoir confiance en nous. Et on ne se laissera pas intimider par les Russes ou les Chinois. Richard Nixon remporte la victoire de justesse, par moins d'1% du vote. La guerre froide et la guerre du Vietnam vont continuer.